Bonjour à toutes et tous. Merci de vous être connectés ce matin. On attend encore quelques minutes pour démarrer. Voilà, je partage mon écran. Dites-moi si vous le voyez bien et j'en profite pour un petit message dans les réglages du webinaire. Voilà, on a préféré laisser à chacun la main sur le micro. Merci Laurent. Les micros et caméras, donc n'hésitez pas à partager, à allumer vos caméras mais merci de bien couper, pensez à couper les micros tant que vous intervenez pas. On a prévu un temps assez long de questions-réponses à la fin du webinaire. Donc voilà, ce sera l'occasion d'échanger librement ensemble. Et si vous souhaitez aussi, vous pouvez directement poser vos questions dans la conversation. On n'a pas mis de section Q&A pour simplifier les choses et pour faciliter les échanges. Donc c'est directement dans la conversation. Et éventuellement, on pourra prendre les questions essentiellement voilà, plutôt à la fin, mais voilà, ça peut vous servir entre guillemets de bloc-notes. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. On va très bientôt démarrer. J'attends encore 1 minute. Voilà, je vous propose qu'on démarre. Rebonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de vous être connectés. Bienvenue sur ce webinaire pour les entreprises et les organisations qui souhaitent se lancer et qui êtes intéressés par les véhicules intermédiaires. L'idée de ce webinaire, c'est vraiment un double objectif, à la fois de vous faire une présentation assez synthétique de ce que sont les véhicules, pourquoi les véhicules intermédiaires ont été développés et notamment accompagnés par l'ADEME depuis 4 ans. Ensuite, de directement aller sur vos cas d'usage et vos problématiques, vos enjeux, en regardant quels sont les bénéfices et les possibles cas d'usage pour les entreprises de l'utilisation des vélis. Et ensuite, nous aurons voilà, le plaisir d'avoir le témoignage d'Alexis Avenel et Martin Flichy du projet Descartes-Maubrez sur l'approche projet. Et ensuite, Fanny Le Coursonnet nous fait le plaisir de témoigner au nom de la SNCF Voyageurs Techniciens de Rennes sur leur expérience de l'expérimentation Véli dans le cadre de Descartes-Maubrez. Et enfin, on vous présentera des pistes très concrètes pour voilà, les structures parmi vous qui souhaitent se lancer dans l'expérimentation ou le déploiement des véhicules intermédiaires. Donc, je vous propose qu'on démarre tout de suite, sans plus attendre. Et donc, oui, excusez-moi, un dernier point, c'est comme on se disait, on a prévu une section questions-réponses à la fin. Donc, après la présentation des modalités d'expérimentation et de déploiement des véhicules intermédiaires. Mais comme je vous le disais, n'hésitez pas à mettre vos questions dans la conversation entre-temps. Alors, peut-être d'abord, ce qu'on souhaitait partager avec vous ce matin, c'était pourquoi les vélis. En fait, finalement, voilà, historiquement, on a plusieurs constructeurs qui ont développé des véhicules légers et certains électriques. Mais effectivement, côté ADEME, ça fait 4 ans qu'on accompagne l'émergence de cette filière et on a effectivement une offre très diversifiée qui s'est développée récemment. Et l'idée, c'est de comprendre finalement à quoi ces véhicules intermédiaires, à quels enjeux, dans un premier temps macroéconomiques, macroscopiques,
à l'échelle notamment nationale, à quels enjeux ces véhicules cherchent à répondre. Ensuite, on vous présente rapidement l'offre de véhicules intermédiaires disponibles aujourd'hui. Et ensuite, on ira sur la suite. Mais l'idée, avant effectivement de zoomer sur les enjeux spécifiques, vos enjeux spécifiques en tant qu'entreprise et organisation qui opéraient des flottes ou en tout cas qui avaient des véhicules pour des cas d'usage professionnel, l'idée, c'était de dézoomer un peu et que vous compreniez les enjeux plus macro que cette filière souhaite adresser. Alors, en fait, c'est des enjeux à l'échelle nationale et qui sont bien connus, mais je les rappelle ici rapidement. On sait que les transports à l'échelle nationale représentent 34% des émissions de gaz à effet de serre en France. Donc, c'est le premier secteur, c'est le secteur le plus émetteur et c'est le dernier secteur en France à avoir démarré sa stabilisation et la réduction de ses émissions. Et on sait actuellement que la courbe de réduction ne permet pas d'atteindre les cibles qu'on fixe pour le secteur. Donc, on a un vrai enjeu de trouver des leviers pour accélérer cette décarbonation. Et si on zoome tout de suite sur le transport et les mobilités courte distance, c'est-à-dire tous les déplacements qui sont inférieurs à 100 km ou 80 km, on sait que cette portion de déplacement représente 50% des émissions. Donc, dans les 34% qu'on avait tout à l'heure, 50% sont liés à la mobilité au transport courte distance. Et on sait que sur ce segment-là, la voiture est utilisée dans plus de 80% des déplacements. Donc, il y a une forte dépendance à la voiture et ça représente 90% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, autant dans les zones urbaines, les zones denses, les solutions alternatives comme les mobilités actives, les transports en commun sont bien connus et en cours de déploiement. Autant dans les zones périurbaines et rurales, la dépendance à la voiture est d'autant plus forte et on peine à trouver des solutions alternatives. Donc, l'alternative qu'on identifie, en tout cas pour décarboner, c'est bien sûr d'électrifier le parc de voitures. Mais c'est effectivement de mettre de côté les enjeux matières. Si on regarde les véhicules depuis 60 ans, ils sont fortement alourdis, hein, comme vous avez en tête. Et sur ces trajets courte distance, le taux d'occupation des véhicules, il est de 1,4. Donc, globalement, on a des véhicules qui pèsent entre 1,3 tonne et 1,5 tonne pour transporter entre une et deux personnes. Donc, on a une efficience énergie et matière qui est très faible. Pour le dire autrement, hein, un véhicule, 90% de la masse transportée, c'est le véhicule à lui-même. Donc voilà, effectivement pas très efficace. Donc il y a cet enjeu de sobriété matière et énergie, mais il y a aussi l'enjeu sur la dimension sociale de précarité mobilité. On sait, d'après le baromètre WeMove des mobilités du quotidien, que la précarité mobilité est en croissance à l'échelle nationale. 15 millions de personnes en 2024, alors qu'on avait 13,5 millions de personnes en 2022 qu'on estimait être en précarité mobilité. Donc ça veut dire des personnes fortement dépendantes de la voiture, des personnes dont le budget carburant représente une part importante du budget du ménage, et des personnes qui ont peu d'alternatives, de solutions alternatives pour laisser leur voiture au garage. Ça, concrètement, dans la sphère professionnelle, c'est aussi un enjeu très fort, puisqu'on sait que la moitié des personnes en insertion ont déjà refusé un emploi faute de solution de mobilité. Et donc ça, côté employeur, du côté des entreprises et des organisations, 41% des employeurs ont rencontré des difficultés à recruter pour ces mêmes questions de mobilité. Donc il y a vraiment un enjeu, évidemment, à l'échelle des citoyens, des habitants, mais aussi pour les entreprises et les employeurs de manière générale. Et par ailleurs, toujours sur cette dimension sociale, on sait que la voiture électrique est trop chère, ou en tout cas perçue comme trop chère, hein, d'après un sondage récent. 71% des automobilistes qui n'utilisent pas déjà de voiture électrique estiment que la voiture électrique est en dehors de leur budget.
À ça s'ajoutent des enjeux macroéconomiques et de souveraineté, voilà, que je détaille pas ici, mais qui sont évidemment prégnants pour toute l'industrie automobile, avec une forte chute à la fois de la production en France des voitures et des emplois, et à l'échelle nationale, notamment, c'est le cas pour les transports, mais de manière générale, une souveraineté énergie et matière qui est voilà, enfin, un manque de souveraineté ou un enjeu de souveraineté qui est apparu évidemment beaucoup plus fortement avec l'actualité géopolitique récente. Donc du coup, se pose la question effectivement, est-ce que pour ces transports et mobilité courte distance, donc sur un tronçon typiquement entre 10 et 50 km, est-ce qu'on n'aurait pas quelque chose une solution entre le vélo et la voiture, puisqu'on a un chaînon manquant entre les voitures qui s'alourdissent d'un côté et puis une industrie du vélo qui se structure progressivement. Et donc, c'est vraiment évidemment l'idée des véhicules intermédiaires, c'est de combler ce chaînon manquant entre le vélo et la voiture pour ces trajets entre 10 et 50 km. Les autonomies des véhicules intermédiaires, spoiler, peuvent aller jusqu'à 100 km, mais du coup, on compte 50 km aller pour pouvoir faire l'aller-retour sans recharger. Donc, c'est toute l'idée du programme Extrême Défi Mobilité qui a été lancé en 2022. C'est de faire tout simplement 1000 fois mieux que la voiture, avec le développement de véhicules qui soient à la fois moins coûteux, beaucoup plus durables, plus légers, plus simples dans leur conception et donc plus facilement réparables et facilement assemblables et désassemblables, et beaucoup plus efficients sur le plan à la fois énergie, mais à nouveau aussi matière. Et donc le simple fait de réduire la masse des véhicules permet de réduire aussi les besoins en batterie à autonomie constante, autonomie et vitesse constante, et donc d'être effectivement plus efficient en termes de consommation matière. Tout en respectant, donc c'est le 1 fois vitesse que vous avez en bas à droite, c'est tout en répondant à des besoins, aux besoins concrets des particuliers et des professionnels sur les territoires, avec des vitesses qui sont adaptées aux différentes zones géographiques des cas d'usage, donc entre 25 et 80 km/h. Donc voilà, si on accélère le programme Extrême Défi, je vous en dis juste un mot, c'est un programme qui a accompagné à la fois le développement de l'offre de ces véhicules avec différents appels à projets où on accompagnait des équipes de développeurs dans l'idéation, le prototypage et maintenant l'industrialisation de ces véhicules. Et en parallèle, pour tester ces véhicules et faire des retours aux constructeurs et s'assurer de l'adéquation de ces véhicules aux différents cas d'usage testés, des expérimentations sur les territoires. Et c'est ce qu'on est en train de poursuivre avec l'AMI, l'appel à manifestation d'intérêt déploiement que je vais vous présenter plus tard. Donc concrètement, cette offre de Véli, donc on a tous en tête un ou deux Véli parce qu'on a croisé une amie Citroën ou un vélo cargo. Donc on a tous, voilà, on attache aux véhicules intermédiaires une image particulière. En fait, il faut avoir en tête que c'est une offre très large qui va du vélo à la voiture, avec certains véhicules intermédiaires qui sont actifs, c'est-à-dire à pédale avec assistance électrique, et d'autres véhicules intermédiaires qui sont passifs, donc c'est des voiturettes ou des mini-voitures. Et ensuite, en fonction de la vitesse maximale des véhicules, 25, 45 ou 90 km/h, on peut, pour fixer les idées, définir 4 grandes familles de Véli, des actifs à 25, des actifs à 45 km/h, les passifs à 45 km/h et les passifs à 90 km/h. Donc, tout à gauche, vous avez des véhicules comme le Bob 200K qui ce sont des VAE en termes de catégorie de véhicules, catégorie réglementaire. Et ensuite, on a essentiellement des L6 et des L7 si on suit les catégories de véhicules européennes. Donc là, vous avez simplement des exemples. C'est pas du tout, cette liste n'est pas du tout exhaustive. Je vous ai mis ici le lien vers le catalogue des véhicules commercialisés en 2026. Donc vous pourrez vous faire une idée voilà, plus exhaustive de l'offre actuelle de véhicules intermédiaires. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que tous ces véhicules ont en commun d'être très légers, donc de faire moins de 600 kg,
pour les plus lourds, et du coup d'avoir des puissances moteurs inférieures à 20 kW, ce qui permet de réduire évidemment la quantité de batterie nécessaire, avec des autonomies tout à fait satisfaisantes pour des usages quotidiens, voilà, certains véhicules qui vont jusqu'à 100 voire 130 km d'autonomie, donc des véhicules qui sont particulièrement adaptés aux besoins en mobilité et transport courte distance, et notamment en zone périurbaine et rurale. Si on regarde comment ces véhicules intermédiaires peuvent être utiles à vos entreprises, peut-être avant de regarder les possibles cas d'usage, regardons tout de suite les bénéfices pour les entreprises. En fait, ils sont nombreux. Le premier, c'est la capacité des véhicules intermédiaires à rentrer dans une logique de rationalisation des flottes de véhicules. C'est des véhicules qui sont ajustés aux besoins. Alors, comme vous le voyez sur l'image en bas à droite, c'est des véhicules qui sont déjà, pour partie, dans les flottes des entreprises. Mais l'idée, c'est effectivement, avec une offre qui s'est fortement élargie ces dernières années, de revisiter, re-questionner à la fois les besoins et du coup les véhicules les plus adaptés, les plus ajustés aux besoins. Et on sait que les véhicules intermédiaires sont aussi beaucoup moins chers à l'usage, puisque en moyenne, c'est 1 ou 2 euros pour une recharge de 5 km. On a évidemment des véhicules qui sont au moins 3 à 4 fois moins émissifs que leurs équivalents électriques de voitures particulières électriques. Donc, c'est des véhicules qui peuvent aussi permettre de réduire l'empreinte carbone de l'entreprise sur le segment mobilité transport. Ce sont aussi des véhicules qui permettent un alignement avec la réglementation. Alors, les entreprises, parmi vous, les structures plus de 100 véhicules, sont soumis à la taxe annuelle incitative qui a pris le relais des quotas de la loi LOM début 2025, et qui fixe des objectifs, cette fois-ci, non pas en termes de renouvellement de parc de véhicules à faible émission, mais vraiment de pourcentage de véhicules à faible émission sur l'ensemble du parc. Donc, c'est des objectifs plus ambitieux, et donc la réglementation fixe à 48% le pourcentage de véhicules à faible émission d'ici à 2030, avec des paliers progressifs qui permettent de donner de la visibilité aux acteurs. Effectivement, la nouveauté cette année, c'est que pour répondre à cette réglementation, les L6 et L7, donc les véhicules limités à 45 et 90 qu'on voyait tout à l'heure, sont éligibles et peuvent être comptabilisés dans les véhicules à faible émission qui rentrent dans ces quotas. Pour reprendre le point de tout à l'heure, c'est aussi dans certaines zones et pour certains recruteurs, c'est potentiellement une solution pour faciliter le recrutement et la pérennisation dans les emplois, avec des solutions de mobilité qui sont plus abordables économiquement. Et puis plus généralement, c'est évidemment, ça fait partie d'un panel de solutions et d'actions qui peuvent complètement être rentrées dans le cadre d'une stratégie climat ou d'une politique RSE, et qui vont bien sûr améliorer la marque employeur, mais ça c'est pas le propre spécifique des véhicules intermédiaires, mais c'est valable pour toutes les actions que vous pourrez lancer dans le cadre de votre politique RSE, mais en tout cas ça fait partie du panel des solutions. Et enfin, un point important pour reboucler sur l'enjeu de souveraineté énergie et matière, c'est aussi une amélioration de la résistance, la robustesse de l'entreprise, puisqu'on réduit la dépendance aux énergies fossiles et aussi du coup par là même la facture énergétique. Donc voilà pour les bénéfices. Il y en a évidemment d'autres, mais là, pour nous, ce sont les points essentiels. C'est vraiment des outils pour répondre à la réglementation, réduire l'empreinte carbone et le coût des flottes d'entreprises et d'organisations. Peut-être pour vous inspirer et vous montrer ce qu'on a déjà testé dans le cadre du programme Extrême Défi. Donc ça, ce sont les différents cas d'usage qui ne sont pas spécifiques entreprises, mais qui ont déjà été testés dans le cadre des expérimentations. On a effectivement, Martin pourrait vous en parler, des auxiliaires de vie qui ont été accompagnés l'association AIDOM au Mans,
pour des trajets, pour des rendez-vous médicaux, des visites à domicile. Un deuxième cas qu'on a testé, c'est dans le secteur de la santé, le CH de Niort qui a testé différents cas d'usage pour ces véhicules, mais notamment par les agents hospitaliers pour tout ce qui est maintenance technique intra-site, mais aussi des visites à domicile, des consultations à domicile qui ont été envisagées en véhicule intermédiaire. D'autres cas peuvent être tout à fait envisagés dans le secteur de la santé. Ensuite, un cas plus logistique aux mines de Nantes, avec des livreurs en CHR, depuis le mine de Nantes jusqu'au centre-ville, avec des VAE essentiellement. Un cas d'usage de tourisme qui a été expérimenté au Grand Avignon, et on a maintenant une poursuite, une deuxième expérimentation par l'OTI de Grand Narbonne en Occitanie, qui est en cours d'expérimentation qui vient d'être lancée sur ce cas d'usage, mettre à disposition des habitants des véhicules pour découvrir un territoire autrement. Un cinquième cas d'usage avec des agents publics, donc là c'est plutôt collectivité, des agents publics qui ont testé des véhicules au Murau. Et enfin, le métier de l'entretien d'espaces verts qui a été testé dans le projet des Carmo-Brest, mais j'en dis pas plus puisque c'est ce que Alexis et Martin vont vous présenter tout de suite. Peut-être juste avant, voilà, pour compléter, sans ici viser l'exhaustivité, d'autres exemples de cas d'usage qu'on peut imaginer à la fois pour les flottes d'entreprises, la logistique, la santé, la mobilité inclusive, les flottes de collectivités, le tourisme. Ces cas d'usage-là sont les cas d'usage qu'on a identifiés comme prioritaires pour les véhicules intermédiaires. À titre d'exemple, pour les flottes d'entreprise, on peut imaginer, comme va vous le présenter Fanny tout à l'heure, des cas d'usage sur la mobilité et la logistique intra- ou intersite, à la fois dans l'industrie, mais aussi des services. Ça peut être aussi un usage, pourquoi pas en flotte partagée, dans des zones d'activité économique, et puis aussi des déplacements pour tout ce qui est artisan et profession libérale, et un usage aussi en domicile-travail. Et puis côté logistique, on peut imaginer aussi bien sûr de la livraison des derniers kilomètres, de la logistique intrasite. Et puis on a plusieurs acteurs de la santé qui sont connectés aujourd'hui, donc je me permets de préciser aussi les exemples qu'on peut imaginer, et il y en a sans doute d'autres, autour de la gestion technique de bâtiments au sein de sites type centre hospitalier ou centre de santé mentale ou EHPAD, et puis déplacements intra- et intersites, et visite médicale à domicile, et voir sur la mobilité inclusive de la location solidaire. Il y a beaucoup de flottes qui sont développées sur ce cas d'usage-là. Voilà un peu ce qu'on peut imaginer, sans être exhaustif évidemment. Je laisse tout de suite la parole à Alexis et Martin pour vous présenter du coup très concrètement le projet des Carmo-Brest, qui est un projet qu'on a accompagné en Bretagne, un projet d'expérimentation, pour que vous ayez tout de suite une vision plus concrète de ce que peut être une expérimentation au sein d'une entreprise. Alexis, Merci. Martin. Bonjour à tous. Écoutez, moi je suis Martin Flichy, donc du coup, effectivement, je suis consultant indépendant, mais j'ai porté du coup avec les boîtes à vélo et Alexis Avenel le projet Descartes-Brest là, qu'on va vous expliquer dans un instant. Alexis, je ne sais pas si tu veux dire un mot pour te présenter. Ouais, bonjour à tous. Donc Alexis Avenel des boîtes à vélo Bretagne. On est l'asso régionale Bretagne et boîte à vélo France, l'asso nationale, qui accompagne les cyclomobilités professionnelles. Voilà, on intervient dans le cadre de Descartes-Brest pour la coordination du projet aux côtés de l'ADEME et de Martin Clichy. Voilà, donc du coup, voilà pour la présentation. Alors, si on est sur la slide suivante, l'objectif, ça rejoint ce qu'a présenté Augustin. D'une certaine manière, la question qu'on se pose, c'est est-ce que ces véhicules intermédiaires actifs, parce que là, sur ce projet-là, on s'est focusé, enfin, on s'est concentré principalement sur ceux avec avec pédalage, peuvent être une alternative aux véhicules motorisés traditionnels, notamment les véhicules utilitaires traditionnels.
Et les trois questions qu'on se pose, c'est est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est accepté par les personnes qui l'utilisent et quels sont les gains qu'on peut en attendre? Donc, une autre manière de le présenter sur la slide d'après, on a pensé en fait ce dispositif finalement comme une sorte de plateforme d'aide à l'adoption et au déploiement. Augustin a bien montré que le projet a pris naissance il y a 4 ans maintenant et qu'on arrive à un moment où on sort petit à petit de l'approche prototype pour aller vers l'industrialisation. Et la question maintenant, c'est c'est de permettre à ces nouveaux véhicules de trouver leur marché d'une certaine manière. Et ça veut dire qu'il faut que l'offre émergente rencontre une demande émergente, parce que personne n'a pas complètement conscience de ce qu'on peut faire avec ce type de véhicule. Donc l'idée du programme, c'est à la fois d'accompagner pour acculturer, aligner des parties prenantes, accompagner le changement, faire essayer. Pour identifier les besoins, sélectionner des véhicules, mesurer ensuite si ça a un impact ou pas, et puis incarner aussi, ça c'est important pour montrer que il y a des possibilités, un peu en mode d'early adopteur d'une certaine manière, de montrer qu'il y a des gens qui se, enfin, qui adoptent ce type de véhicule et que ça peut faire tache d'huile, si on peut dire. Euh, donc, sur la slide d'après, on a une présentation de ce qu'on a fait donc, de janvier à mai 2026. On a développé ce programme sur 5 partenaires. Peut-être qu'Alexis, tu veux déployer, dire un mot là-dessus. Oui, bah, éventuellement, je peux enchaîner si tu veux. Effectivement, l'idée, c'était effectivement de se concentrer sur certains cas d'usage spécifiques. Donc, qu'on a pu identifier avec les partenaires que vous avez à l'image. Donc, avec Rennes Métropole sur les services parcs et jardins de la ville de Rennes. On a eu on a eu 4 véhicules et une vingtaine d'agents qui ont testé sur différents sites de la métropole, dans des parcs et jardins et sur des zones plus type espace de ville, espace vert de ville, qui ont testé donc ces véhicules intermédiaires. Sur les canaux de Bretagne, donc on a eu là aussi 4 véhicules qui ont été testés par des agents pour des, des interventions autour de la navigation des écluses, donc la gestion des écluses, l'entretien et aussi des espaces verts des canaux. Sur la SNCF, je ne vais pas rentrer dans le détail puisque Fanny va nous expliquer tout ça précisément juste après. Sur les Genêts d'Or, donc c'est un ESAT situé du côté de Brest, à Pleu d'Almézo, dans le Finistère, où on a pu là aussi tester sur des équipes en situation de handicap l'impact que ça a sur le gain notamment d'autonomie des déplacements sur des petits chantiers en proximité, d'équipes donc des types qui font d'entretien d'espaces verts. Et donc sur l'Orient, auprès de deux communes dans les centres techniques municipaux, donc l'Armor-Plate et le Neustère, donc des équipes qui là intervenaient sur de la gestion d'entretien d'espaces verts et sur de la propreté urbaine. Donc on avait là, c'est pareil, 3 véhicules qui ont été testés pendant un mois sur ce cas d'usage. Voilà, donc en fait, ça, c'était principalement des cas d'usage autour de l'espace vert et du déplacement sur site industriel dans nos cas d'usage de Descartes-Mauvrez sur cette toute première phase. On peut peut-être passer à la suite. Tu reprends la main ou je continue, Ouais, Martin? je peux réexpliquer. Donc là, la méthode en fait qu'on a pu éprouver sur ces 5 cas, sur ces 5 partenaires, c'est vraiment un accompagnement en 3 temps avec une phase de cadrage, une phase d'expérimentation d'1 mois et une phase d'enseignement et de communication.
Et donc, c'est une méthode agile, donc on est volontairement sur un temps assez court. Alors à moi, ça peut paraître, enfin, oui, c'est quand même relativement court par rapport à une expérimentation qu'on pourrait mener sur 6 mois ou plus, mais ça permet justement d'être assez, déjà de mesurer pas mal de choses et de pouvoir ensuite se dire on va pouvoir peut-être continuer après, améliorer des sujets et avoir une sorte d'itération pour essayer d'avancer assez vite. La phase de cadrage est quand même importante en ce sens où bien souvent vous pouvez avoir des points d'entrée sur les demandes qui peuvent venir soit d'un porteur de demande qui va être très sensibilisé aux problèmes de mobilité. Vous avez souvent des gens qui sont peut-être en charge de ce sujet-là dans les organisations. Et ensuite, à l'intérieur de l'organisation, vous avez des parties prenantes assez différentes, il y a toujours un sponsor et des commanditaires internes qui sont peut-être pas dans les mêmes services. Et le fait de pouvoir aligner toutes ces personnes sur une vision commune, de bien identifier les cas d'usage, c'est important pour pouvoir ensuite se donner les moyens d'avoir une expérimentation réussie. Bon, je pense que Fanny va revenir pas mal sur ces sujets-là. Et donc, cette phase de cadrage, ensuite, on met à disposition des véhicules qui ont été choisis en fonction de l'objectif, avec une journée de remise des véhicules, de la formation, et puis un protocole d'étude pour suivre en fait l'expérimentation pendant le mois de mise en place. Et puis ensuite, une étude des résultats pour pouvoir se donner un avis, de savoir si c'est pertinent effectivement pour le cas d'usage. Est-ce que ça a été accepté par les personnes à qui on a proposé ces véhicules? Et puis la dimension vidéo, enfin incarnation et communication importante aussi pour pouvoir donner l'exemple et communiquer, ouvrir des communications et des conversations sur ces sujets-là. Ça, c'est important pour gérer le changement aussi au sein d'entreprises, d'organisations assez larges. Donc, voilà pour le cadre de la méthode. Sur le next slide, ouais. Tu veux reprendre, Alexis? Oui, du coup, en termes de résultats, donc, ce que ça représente sur les mois d'expérimentation, donc ces 4 mois d'expérimentation, c'est plus de 70 testeurs de véhicules. On a une dizaine de modèles de véhicules différents qui ont été testés, hein. On peut le voir sur les photos, voilà, ça représente vraiment un panel assez important de véhicules qu'on a pu mobiliser sur ces expérimentations. Voilà, 20 semaines de tests. Donc on a effectivement des résultats qui sont pour la plupart assez positifs, hein. Fanny va en témoigner juste après, même si voilà, effectivement il y a toujours aussi parfois des choses à nuancer sur certains cas d'usage, mais dans l'ensemble, effectivement, la globalité des retours et des tests sont positifs. Ce qu'on peut préciser aussi, c'est qu'il y a eu 3 films qu'on vous invite à aller visionner, qui ont été réalisés par Jérôme Zindi. Donc là, on a quelques données de vues, mais en tout cas, ça donne visuellement et concrètement des idées de ce qui est possible d'imaginer en usage de ces véhicules et de manière un peu illustrée. Donc c'est intéressant d'aller les voir si vous avez quelques temps juste après. Il était question qu'on essaie de vous en diffuser une, mais bon, voilà. On verra si on y arrive, si on a le temps et si ça fonctionne ou pas. Mais en tout cas, on vous invite à aller la retrouver sur YouTube notamment ou sur LinkedIn et qui sont assez facilement trouvables. Voilà. Vous avez les liens d'ailleurs qui apparaissent dans la conversation. Euh, et, euh, et donc, les conclusions de tout ça, c'est que voilà, on a un certain nombre de structures testeuses qui sont surtout prêtes à l'issue de ces tests à passer à la phase d'après, c'est-à-dire plutôt à la partie adoption et déploiement des véhicules.
Donc ça, c'est quelque chose de positif, à la fois pour la filière, puisque ça va aider au déploiement de ces véhicules, et puis pour les testeurs en eux-mêmes, puisque derrière, voilà, on a identifié des vrais cas d'usage avec une pertinence de certains véhicules sur le terrain. Ouais, je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce qu'on pouvait dire, et peut-être que le mieux c'est de passer au concret Et un grand merci quand même à avec tous le nos témoignage. partenaires qui ont joué le jeu, et notamment à la SNCF qui a accepté à la fois de participer. Donc c'était vraiment une belle expérience. Merci Fanny. Eh ben, je prends la main, donc. Euh, Bonjour à tous, moi je suis donc Fanny Le Coursonnet, je suis chargée de communication et du volet RSE pour le Technicentre industriel de Rennes. On peut mettre la première slide, Augustin. Voilà, donc ça c'est le bâtiment. Et la suivante pour le coup. Donc nous, en fait, le site industriel du Technicentre, il est basé sur deux sites différents sur lesquels on a deux activités. Là, je vais vous expliquer un petit peu l'activité globalement. Sur le site de la Jeannet, donc qui est au niveau de Saint-Jacques-de-la-Lande, on va faire de la rénovation et de la modernisation de matériel roulant. Donc on a par exemple cette année on travaille sur des rames TGV Ouigo sur lesquelles on va faire des opérations de confort avec des changements de moquettes, de housses, de tétères, etc. C'est un site qu'on loue depuis 10 ans qui appartenait à PSA, mais avec leur baisse d'activité, on a récupéré une partie des locaux. Donc en fait, on a une centaine d'agents qui travaillent sur ce site-là, qui travaillent en 2-8, donc en journée ou en nuit. Et donc on a deux bâtiments qui font 300 mètres de long, donc on a quand même pas mal de distance. Sur le site de Mivois, donc qui est lui pour le coup notre deuxième activité. Là, on va faire de la maintenance et de la réparation de pièces de freinage. Donc, pour tous les trains en fait du groupe SNCF, on a toutes les pièces de freinage qui viennent être entretenues sur le site de Mivois. Là, on a 350 personnes à peu près qui travaillent en 2-8 également, en journée et en nuit. Et donc, on est plutôt organisé sur ce site-là un peu comme une usine, hein, globalement. Sur le site de Mivois, on va retrouver aussi la partie plutôt fonction support avec les pôles, tout ce qui est logistique, pôle industriel, QSE, donc sécurité, environnement, qualité, les pôles RH. Voilà, donc ça c'était pour vous présenter sur la première slide la partie activité. Ces deux sites-là, ils sont globalement situés à 2 km l'un de l'autre. Donc l'opportunité, ouais, on peut changer la slide, Augustin, c'est bon. Donc le projet initial, il a été fait plutôt il a été vu plutôt pour le Technicentre Maintenance Bretagne. Eux aussi, ils sont basés sur Rennes et ils font de la maintenance de train. Ils n'étaient pas prêts, eux, pour se lancer dans cette expérimentation. Donc de bouche à oreille, on s'est adressé à nous, au Technicentre industriel. Ça nous a plutôt bien intéressé. Ça s'inscrivait dans notre démarche RSE. Au Technicentre industriel, on fait pas mal de choses pour porter la mobilité douce. On a notamment une flotte de vélos, par exemple électriques, qu'on propose déjà à nos salariés. Par exemple, pour leur trajet domicile-travail, ils peuvent utiliser des vélos gratuitement. On pousse pas mal le covoiturage. Voilà, au Technicentre, on essaie de mettre en avant pas mal d'actions sur la mobilité douce. Donc, ça nous a tout de suite plu. On s'est dit que ça rentrait vraiment dans notre politique RSE. On a eu une première réunion de cadrage avec Alexis et Martin. Voilà, ça nous a permis de nous projeter dans le projet, de voir comment on allait pouvoir le faire. Ils nous ont proposé toute la partie accompagnement. Moi, je débute un petit peu dans la RSE, donc ça m'a permis d'avoir l'accompagnement nécessaire pour mener à bien le projet. Et ce qu'on a surtout aimé, c'était le côté justement expérimentation, le fait qu'on teste ça pendant 1 mois, en se disant que bon, on allait voir ce qui allait se passer derrière et que potentiellement on aurait envie de continuer la démarche ou pas du tout. Donc voilà, c'était un petit peu ce côté-là. On peut changer de slide, Augustin. Donc il a fallu
qu'on prenne 2 cas d'usage, enfin au moins un cas d'usage, 2 c'était l'idéal. Il y en a un premier qui est venu naturellement pour nous sur la table, entre guillemets, étant donné que nos 2 sites sont situés à 2 km l'un de l'autre. On s'est dit qu'on pouvait vraiment utiliser ces vélis-là. En fait, on a nos fonctions support qui sont basées sur le site numéro 1, donc vous voyez sur la slide. Toutes les fonctions support quasiment sont basées là et les fonctions support sont amenées en fait à se déplacer assez régulièrement pour aller sur le site de la Genève. Ça représente une trentaine d'agents qui se déplacent plus ou moins, alors pas forcément tous les jours, mais c'est assez régulier. Ça peut être, et pas forcément sur des longues périodes, ça peut être 2 heures, ça peut être une demi-journée. Pour faire ces déplacements-là, à l'heure actuelle, on a un seul véhicule électrique de service. Voilà, ce qui fait que les problématiques sur ce cas-là, c'est globalement qu'on manque de propositions de véhicules, on manque de véhicules. Donc nos agents, en fait, soit décalent leurs réunions, soit, ce qui n'est pas terrible, sont obligés de prendre leur véhicule personnel, donc qui sont des véhicules thermiques pour la plupart. Donc c'était un peu la première problématique. Avec le côté environnemental, le fait d'utiliser un véhicule thermique à la place d'un véhicule électrique ou d'un vélo. Et l'autre problématique, c'est qu'on a un stationnement sur notre site de mi-voie qui est très, très compliqué. On est quand même 350 agents, ce qui fait que le parking est plein. Donc quand on prend sa voiture pour se déplacer sur le site de la Genève, on n'a pas de place quand on revient la plupart du temps. Donc on est obligé de se garer à l'extérieur du centre. Voilà, ça pose des problèmes aussi de sécurité. Donc ça, c'est le premier cas d'usage qu'on a établi. Le fait de prendre des VI, d'utiliser ces VI entre les 2 sites. Le deuxième cas d'usage, c'est sur le site numéro 2, donc, qui est le site de la Genève. On a aussi un site numéro 3 sur lequel nos agents, qui sont plutôt des agents de production, vont aller en fait faire les essais des trains qui arrivent au niveau de la halte de Saint-Jacques. Donc ce sont des agents en production qui vont utiliser plutôt 2 véhicules thermiques qui sont un Jumpy et un Trafic, si je ne dis pas de bêtises, et qui vont se déplacer à plusieurs, 3, 4 personnes, et qui vont transporter pas mal de matériel pour aller sur les essais. La problématique de ce déplacement-là, elle est plutôt la sécurité de la zone. On est sur un site industriel avec beaucoup de camions. Un passage via l'usine de Stellantis, en fait, c'est un peu particulier, qu'on est obligé de traverser en fait les parkings de l'usine avec beaucoup de camions. Et un enjeu environnemental, vu que ce sont 2 véhicules thermiques qu'on utilise pour faire ces déplacements-là. Donc ça, ce sont les cas d'usage qu'on a identifiés pour se lancer dans le projet. Donc on peut changer de slide, Augustin. Donc pour la partie organisation, comment on s'est lancé au niveau logistique, on a dû commencer par des choses assez simples et assez terrain, mais c'était un peu la priorité. Il a fallu définir les emplacements de garage de nos vélis sur les 2 sites notamment. Il fallait que ce soit pratique pour les agents, pour que nos usagers puissent adhérer au projet. Pour concurrencer aussi la voiture, il fallait qu'il y ait un gain de temps, il fallait que le gain de temps soit un peu la priorité. Donc sur le site de mi-voie, on a déjà un local vélo existant dans lequel on loge beaucoup de vélos et notre flotte de vélos électriques. Et on a une partie moto, donc en fait on a installé nos 2 vélis côté mi-voie sur des emplacements moto, alors en se disant que sur février-mars, on n'allait pas trop embêter les utilisateurs de moto. Néanmoins, on sait que d'une manière durable, ils ne pourront pas rester ici, les vélis. Donc voilà, mais en tout cas, pour l'expérimentation, on les a installés là. Donc on a fait installer 2 prises de ce côté-là, puisqu'on n'en avait pas. On a côté la Genève, on les a installés plutôt en intérieur. On ne pouvait pas les laisser à l'extérieur. On a beaucoup de gens du voyage en fait dans notre zone industrielle. Ça a posé une problématique de sécurité de vol. Donc on a préféré les mettre en intérieur. Donc il a fallu aussi vérifier l'état électrique de nos prises, parce que le bâtiment n'est pas tout jeune. Donc voilà, un peu de logistique. Et pour les agents qui allaient en fait faire les déplacements à la journée entre le site 1, donc le site de mi-voie, et le site de la Genève, il a fallu aussi mettre un endroit pratique pour garer les vélis le temps de leur déplacement ponctuel. Donc c'est la photo que vous voyez en deuxième. Donc on a déterminé cet emplacement-là qui reste en extérieur, mais qui restait pratique pour les agents, qui est vraiment au plus proche de la zone de production,
L'idée étant toujours en fait que les déplacements soient pratiques pour les agents. Donc voilà, ils avaient juste à arriver, à accrocher leur vélo et ils étaient vraiment plus proches de leur, de leur, de leur zone de production. Qu'est-ce que j'avais d'autre à ajouter? Ça c'est bon. On a aussi dû définir des règles de sécurité et de circulation. Je vous l'ai un peu dit, le site en termes de camions, c'est assez industriel, donc ça peut être un peu dangereux pour des vélos. Donc on a eu l'avantage de pouvoir utiliser un petit raccourci qui est justement utilisable que par les vélos et les riverains. Donc c'était vraiment pratique de pouvoir utiliser cette partie-là. On a quelques pistes cyclables aussi, mais il y a des projets de travaux de ce côté-là, donc c'est pas encore top sur la zone de la Jeanne et Mivois. Et dernier point, pour la partie réservation, l'idée c'était de rendre facile l'accès à ces vélis et de se dire, un agent qui veut utiliser un véli, il faut qu'il puisse être sûr de l'avoir quand il veut et de le réserver. Donc là, en fait, moi j'ai repris tout simplement le même système de réservation que notre véhicule électrique, c'est-à-dire l'outil Outlook, sur lequel en fait on a créé tous nos vélis. On les a créés et donc nos agents en fait pouvaient de la même manière que la 208 réserver leur véli sur la plage horaire dont ils avaient besoin. Donc ça a été l'idée toujours, c'était de rendre les choses pratiques et rapides. Et ensuite, les gens n'avaient plus qu'à aller récupérer les clés du véli et du cadenas au gardien qui est là sur le site H24. Ça, c'est pour la partie organisation. Pour la partie communication, donc on a fait un appel au volontariat. Donc là, pareil, je me suis basée sur la liste en fait des utilisateurs réguliers de la 208 de service du véhicule électrique. Moi, j'ai pas voulu imposer cette solution de transport aux agents. Je suis plutôt partie sur un volontariat en disant que je voulais des gens qui avaient envie de les tester, pas forcer des utilisateurs. Donc on a lancé un fichier et donc on a eu une vingtaine de personnes qui ont répondu positivement à l'appel à volontariat. Donc on a beaucoup communiqué dessus auprès des agents qui allaient être utilisateurs, mais pas que, aussi auprès des agents du technicien dans la globalité pour expliquer le projet, à quoi vont servir ces vélis, parce qu'ils vont être là quand même pendant un mois, les agents vont les voir passer. Donc le tout, c'était un petit peu d'apprivoiser tout le monde et d'expliquer à quoi vont servir ces vélos. Et la dernière partie, c'était plus la création de supports visuels, toujours pour communiquer au mieux auprès des agents. Donc que ce soit pour la réservation des emplacements, notamment dans le local moto, il a fallu un petit peu anticiper et se dire que voilà, les vélis étaient là de telle date à telle date et que en gros ils n'allaient pas prendre les espaces moto trop longtemps. Donc pour rassurer les gens, communiquer aussi sur les différents emplacements, le trajet, sur la partie aussi les règles à suivre. On a mis des règles d'utilisation, le port du casque, le gilet obligatoire, la partie gyrophare pour les déplacements qui passaient par le site de Stellantis pour être visible, et puis également le côté contact en cas d'incident, un numéro de téléphone, un mail. Voilà pour la partie communication. Ensuite, sur la partie accompagnement, donc comme l'ont expliqué Alexis et Martin, on a eu cette journée de lancement avec toutes les parties prenantes. Ça, c'était vraiment bien auprès des agents. On a fait un accueil café pour tout le monde. Donc on avait l'ADEME qui était là. On avait aussi tous les constructeurs de nos vélis qu'on a eu en test qui étaient là, qui étaient présents ce jour-là. Ils nous ont aidés en fait à la prise en main pour les usagers. Donc on avait quasiment tous les usagers qui étaient là pour cette journée de lancement. Donc on a fait un accueil en salle avec une explication du projet et ensuite une partie en extérieur avec le test des vélis et l'aide à la prise en main. Donc c'était plutôt une journée bien réussie et ça permet de lancer le projet de manière assez conviviale. Voilà, et puis côté communication, moi j'ai communiqué tout au long de l'expérimentation auprès des agents. J'étais disponible pour les petits couacs et on a de la chance puisqu'au final on n'a pas eu, à part peut-être un problème de chargeur de véhicule, mais qui a été réglé pour le coup assez rapidement étant donné qu'on avait tous les contacts
disponibles. Donc ça a été réglé. Donc j'étais disponible pour les agents pendant toute la durée de l'expérimentation. On peut passer à la slide suivante. Donc le bilan de ce mois, donc on les a eu pendant 4 semaines. On a eu, je crois, un petit rap d'une semaine ou deux. Mais bon, l'expérimentation, c'était pendant un mois, donc 4 semaines. On a parcouru plus de 200 km. On a fait une centaine de trajets globalement sur la totalité des déplacements. Bon, les économies de CO2, là, ils sont moindres parce qu'on était sur une expérimentation d'un mois. On a globalement eu une météo assez favorable, ce qui a favorisé quand même l'utilisation de ces vélis. 50% de trajets ensoleillés. Là, je me base sur le bilan qu'on a reçu donc, de Martin et d'Alexis. Et une très grande majorité de testeurs très très satisfaits de l'expérimentation. Donc là, c'était vraiment plus sur le côté chiffré. On a malheureusement le cas numéro 2 que je vous ai présenté n'a pas vraiment abouti. Je vous expliquerai peut-être un petit peu après le pourquoi du comment. Sur le bilan côté ressenti des usagers, sur les côtés positifs, donc là on a pas mal de verbatims qu'on peut reprendre un petit peu comme ça. Je les ai pas tous mis puisqu'il y en avait beaucoup. On a des gens qui ont expliqué que voilà, ils trouvaient que qu'on avait une bonne facilité de prise en main. Des gens qui voulaient prendre la 208 à la base, mais qui finalement, comme elle était prise pour se déplacer, se sont dit ah bah tiens, je vais peut-être utiliser un véli parce que là, moi, j'ai quand même besoin de me déplacer tout de suite et il me faut un vélo, il me faut un véhicule. Donc ce côté-là, la prise en main, voilà, je disais, était assez simple d'utilisation. Hein, ça reste un vélo, on pédale. Donc on avait eu en plus le côté explication avec les constructeurs. Voilà, sur le fait que ce soit pratique aussi pour se déplacer sur les petits déplacements au niveau rapidité. Ce qu'il en est ressorti. L'outil de réservation, ça s'est retrouvé aussi assez positivement pour garantir la disponibilité des véhicules, le côté très simple d'utilisation. On a des agents qui ont aussi la fibre un petit peu environnementale, qui ont dit préférer démarrer un véli plutôt qu'un diesel. Donc on note aussi qu'il y a le côté pratique, mais il y a le côté environnemental aussi qui a de l'impact pour certains des usagers. Tout simplement pour le plaisir, donc là on n'est plus sur la QVT. C'est vrai que c'est sympa hein, d'utiliser un vélo comme ça sur sa journée de travail pour se déplacer d'un site à l'autre. C'est un côté, on se vide la tête, on coupe un petit peu, on pédale, on a aussi l'impression un peu de faire du sport, mine de rien. Bon, même si pédaler sur les vélis, ça reste assez accessoire, mais on pédale quand même. Le côté confort est revenu parce qu'on a de la chance. Alors nous, ce qu'on voulait, c'était dans nos critères, on voulait des vélis couverts. L'idée, c'est de pouvoir se déplacer avec partout, toute météo. Donc, la protection pour la pluie, c'est un peu la priorité. On est en Bretagne, donc bon, voilà, il fait très beau en Bretagne, mais on a aussi des journées un peu pluvieuses. Le côté coffre sécurisé hein, pour transporter du matériel, ça s'est retrouvé. Toujours le côté un peu environnemental et aussi économie hein, par rapport à des gens qui utilisent leur véhicule perso. L'économie de carburant, hein, ça c'est non négociable. Surtout avec les temps qui courent, ça avait un côté, c'était assez important pour les agents. Le gain de temps, puisque finalement on se rend compte qu'en utilisant un véli par rapport à notre voiture avec laquelle on va avoir du mal à se garer, que ce soit sur le site de la Jeunesse ou sur le site de Mi-Voix, avec des vélis sur lesquels on a des stationnements qui sont réservés, en fait, nos agents se sont rendus compte qu'ils mettaient presque moins de temps à utiliser un véli que leur véhicule personnel, quoi, voire le véhicule de service. Et dernière chose, le côté image, hein, l'image qu'on véhicule autour de nous, c'est ressorti de nombreuses fois. Les réactions des autres agents, que ce soit les agents en interne au technicentre, qui avaient tendance à avoir le sourire en voyant passer les vélis, mais aussi les gens qu'on a croisés en dehors du technicentre, les camions, les autres usagers de la route. Voilà, il y a un petit côté souriant et on sent que les gens réagissent plutôt positivement à la vue de ces véhicules-là. Donc ça, c'était pour les côtés positifs. Pour les côtés un peu négatifs, même si il faut bien en trouver, il y en avait quelques-uns. On a une partie un peu plus logistique sur le parking côté Mi-Voix. C'est vrai qu'on les avait mis là, nos vélis,
à la place des motos. Mais c'est vrai que pour faire les manœuvres, on s'est rendu compte que c'était pas tout à fait adapté. Un Véli, ça reste quand même plus gros qu'un vélo simple. Donc, pour faire les manœuvres, certains Vélis devaient être garés en marche avant, d'autres en marche arrière pour être rechargés. Donc voilà, il y a un petit côté logistique voilà, avec les manœuvres. Donc ça, c'était un premier point négatif. Certaines personnes nous ont dit que récupérer les clés chez le gardien, c'était un peu long. Donc on se pose la question pourquoi pas mettre des boîtes à clés pour donner toujours de l'autonomie aux agents, voilà, pour qu'il n'y ait pas de passage au gardien. C'est vrai que le gardien, des fois, il est en tournée, donc il n'est pas forcément disponible tout de suite. Les conditions météo, on a des agents qui nous ont dit qu'en effet il faisait beau, donc c'était chouette d'utiliser les vélis, mais ils ont aussi dit que si jamais il avait plu énormément, ils ne savaient pas trop s'ils allaient être partants pour les utiliser. Donc à tester sur une autre météo pour voir. Transport de charge limité, c'est revenu sur certaines parties. Donc là, c'est vrai que ça dépendait des véhicules qu'on utilisait. On en a certains sur lesquels on pouvait transporter 2 personnes avec un petit sac, d'autres sur lesquels on pouvait transporter un peu plus de matériel. On ne peut aussi transporter que 1 ou 2 personnes suivant les vélis, ça c'est aussi ressorti. Et la sécurité du parcours. Donc là, c'est vrai que c'est un point un petit peu négatif, le fait qu'on ait des carrefours où il y a beaucoup de véhicules, notamment des camions qui croisent. Donc les gens se sont dit, est-ce que je me sens en sécurité avec mon véli? Est-ce que j'arrive à démarrer assez rapidement quand je suis au niveau du carrefour? Donc ça, c'est des choses aussi à prendre en compte pour la suite. Voilà, ça c'était plutôt pour les points un peu négatifs. Sur la slide suivante, pour la conclusion et les suites à donner. Donc globalement, on a une expérience qui est réussie, hein. Moi, j'ai des agents régulièrement qui viennent me voir en me demandant, Fanny, où est-ce qu'on en est, où sont les vélis, quand est-ce qu'ils arrivent. Donc je pense qu'il y a un réel besoin de ce côté-là. Donc on a identifié notre besoin grâce à cette expérimentation-là. On a aussi identifié le fait que le cas numéro 2, pour l'instant, ne sera pas réalisable. Le pourquoi du comment, on a des agents plutôt pour ce cas d'usage numéro 2 qui sont des agents de production. On s'est rendu compte que pour eux, c'était pas adapté. Ils se déplacent à 3 ou 4, ils ont besoin de transporter beaucoup de matériel, ils ont besoin d'un véhicule disponible tout de suite. Donc ça cadrait pas tout de suite, ça cadrait pas en fait en totalité avec leur cas d'usage. C'était pas, je pense, assez pratique pour eux. Donc on s'est rendu compte que rapidement, les vélis sur le site de la Jeannet là-bas n'ont quasiment pas été utilisés, en tout cas pour ce cas d'usage-là. Peut-être un point négatif en termes de communication, c'était plus difficile aussi de les avoir dans la phase, on va dire, en préopérationnel, enfin pour communiquer avec eux sur le projet. Étant donné que ce sont des gens en production, donc c'était plus difficile de les avoir disponibles pour cette partie-là, tandis que sur le site de Mi-Voix, on a déjà des agents de fonction support, donc qui étaient quand même plutôt disponibles pour la phase un petit peu en amont de l'expérimentation. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le fait d'avoir testé plusieurs types de véhicules? Ça nous a permis aussi d'identifier clairement ce dont on avait besoin pour la suite. Donc voilà, des véhicules couverts, transporter du matériel. Nous, on en a déduit qu'on voulait justement avoir un seul type de véhicule, mais avec différents types de configurations. C'est ce qui nous plairait vraiment. Pourquoi un seul type de véhicule? Parce que le fait d'en avoir eu plusieurs, c'est revenu dans les points négatifs. On avait des agents qui en fait oubliaient un petit peu comment fonctionnait tel véli, puisque la veille, ils en avaient utilisé un autre. Donc c'est vrai qu'on se dit d'avoir un seul modèle, pour nous, c'est plus simple. On a nos agents qui n'auront pas de difficulté à changer de configuration, puisqu'ils sauront conduire dans tous les cas le véli. Voilà, donc certains paramètres à ajuster, hein, l'idée de mettre peut-être une boîte à clés, de créer un local vraiment spécial pour nos vélis, pour que ce soit pratique à utiliser, à garer, à rouler avec. Donc pour les suites qu'on donne à cette expérimentation-là, nous, aux techniciens industriels, on a envie de se lancer vers le déploiement. Donc on est parti pour de la location, on aimerait sur 6 mois. De trois vélis, donc on n'a pas encore tout peaufiné, mais c'est en cours.
Et donc, on veut continuer le partenariat avec justement Descartes Braze, avec Martin et Alexis, parce que ça nous permet d'avoir un accompagnement sur toute la phase d'organisation, sur les papiers aussi à gérer avec l'ADEME. Moi, je suis la partie, on va dire, plus terrain, mais c'est vrai que je suis assez limitée sur certaines choses, donc on se rend compte qu'on a besoin de l'accompagnement. Mais par contre, pour se lancer dans ce projet-là, il y a aussi besoin sur le site d'un meneur de projet. Donc là, c'était moi. J'ai fait ce que j'ai pu. J'ai eu beaucoup d'aide aussi de d'autres personnes qui sont sensibles à la mobilité durable sur le Technicentre. Donc il faut quand même un petit noyau dur pour lancer les choses. Et il faut aussi une direction qui soit partie prenante et qui montre l'exemple, qui soit favorable là-dedans, sinon ça peut pas fonctionner. Voilà. Donc pour terminer, je vous invite à aller voir notre vidéo qui a été réalisée par Jérôme Zindi. Elle est vraiment motivante, je pense, pour les entreprises pour se lancer. Donc si on a l'occasion de la voir, là, ce serait chouette. Sinon, je vous invite à la voir ultérieurement. Je crois que malheureusement, Fanny, j'ai pas réussi à connecter le son, donc on n'aurait que l'image. Donc voilà, je préfère, voilà, je vous enverrai le lien avec le support dans un premier temps, le support du webinaire. Je vous enverrai le lien vers la vidéo, mais effectivement, c'est une vidéo courte que je vous incite vraiment à regarder. C'est très inspirant. Ouais. Et par la même occasion, je pourrais vous transmettre aussi les liens vers les vidéos qui ont été tournées de valorisation des expérimentations de Rennes Métropole et des canaux de Bretagne, de la région Bretagne, qui permettent de voir, merci Laurent pour le lien, qui permet de voir d'autres cas d'usage. Merci beaucoup Fanny. Je vois pas de questions pour l'instant dans la conversation. Excusez-moi. Ouais. Une question à Alexandre, CHU de Toulouse, en logistique. J'aimerais savoir par rapport au vélo, comment vous avez fait avec les assurances et pour les EPI, le casque, tout ça, comment ça s'est passé? Alors, qui répond? Moi? Ça peut être, en fait, nous, on a déployé des vélos cargo et des vélos électriques, et au niveau de l'assurance, on a embêté parce qu'ils ne nous assurent pas contre le vol. Et on a aussi le problème des EPI, le casque et les gants quand on sort de l'enceinte du CHU, qui est obligatoire. Comment vous avez géré ça? C'est pour savoir, par curiosité. Alors, nous, les casques, on a donné des casques, on a mis des casques à disposition dans les Vélis, plus des Charlottes, vu que c'était des casques qui Oui, allaient potentiellement servir à tout le monde. Moi, dans chaque Véli, j'avais mis une petite pochette avec des Charlottes, plus des les cas. casques. Ouais. Voilà, ça c'est pour le côté casque. Pour le côté assurance, on était couvert par le projet, enfin par la convention qu'on a signée avec Descartes Braze. Donc D'accord. là-dessus, et en interne, on est considéré comme un déplacement de service en fait. Hein. Donc tout comme on peut utiliser notre 208 de service, en termes d'assurance, s'il y a un problème, c'est de la même, c'est de la même manière, quoi. D'accord, ok, merci. Une question de Laurent dans le chat. Je ne sais pas si Laurent voulait expliciter la question. Ok. Je ne sais pas si vous m'entendez parce que je suis mal équipé. On vous entend bien, oui. Ok, super. Non, c'est juste parce que j'aimerais juste savoir comment c'est fourni les véhicules. En fait, j'aimerais savoir si c'est un partenariat avec eux pour une mise en place prochaine ou est-ce que c'est de l'achat, de la location et combien ça représente comme type de budget par rapport à d'autres flottes en fait. Même si j'imagine que comme il n'y a pas d'essence à mettre, c'est peut-être moins onéreux, mais est-ce qu'il y a eu un calcul des coûts global, etc. Voilà. On peut peut-être proposer quelques éléments de réponse. Après, Martin, Alexis, Fanny, vous complétez. Donc, en tout cas, dans le cadre de l'expérimentation qu'on vous présente, là, ça a été effectivement de la location spécifiquement, location de véhicules. Plus généralement, les coûts sont affichés dans le lien vers le catalogue que je
dont vous avez le lien dans la présentation là. Le catalogue, il marche plus. J'ai marqué ça un peu dans le chat. Ouais, j'ai vu, ça doit être temporaire a priori parce que historiquement, il fonctionne bien. Donc, je vérifierai juste après notre présentation. Et puis, effectivement, si ça s'est modifié, je vous enverrai le lien actualisé. Mais effectivement, vous verrez, vous avez vraiment pas mal d'infos sur les différents véhicules intermédiaires, dont le prix à l'achat. Donc, voilà, il faut avoir en tête l'achat, une fourchette entre 8 000 et 15 000 euros pour la plupart des véhicules intermédiaires, hors taxes. Et à la location, les prix varient vraiment. Ce qu'il faut avoir en tête, enfin d'un véhicule à l'autre, pardon, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a aussi des coûts d'acheminement des véhicules, d'autant plus que le constructeur n'est pas dans votre région ou voilà, qui n'est pas localisé près de chez vous. Et d'où l'intérêt aussi de mutualiser avec d'autres structures qui expérimentent. Et donc, c'est un des avantages qu'on voit à avoir vraiment un projet de territoire pour justement partager ces coûts d'acheminement. Donc, la Martin et Alexis peuvent compléter là-dessus, mais en ordre de grandeur de coûts de location par mois, même si à nouveau ça varie vraiment fortement d'un véhicule à l'autre, on est autour de 600 euros par mois. Voilà. Donc là, par exemple, avec la SNCF, c'était loué? Oui, parce qu'en fait, dans le cadre du programme, c'est une sorte d'approche clé en main. Donc, il y a une quote-part qui a été financée par la SNCF et il y a le reste qui était pris en charge par l'ADEME. Et c'est ça l'originalité du programme qui s'inscrit également dans l'AMI, là, en cours sur le déploiement. Et de dire, en fait, sur des Carmo-Brest, vous avez un point d'entrée central et vous avez l'accompagnement plus la mise à disposition des véhicules, avec la spécificité que, comme on a une étude du cas d'usage et qu'on a accès au catalogue, on vous aide à choisir quelque part le bon véhicule, parce que l'originalité, c'est aussi ça, c'est de trouver un peu le véhicule qui convient. Et dans la démarche de l'AMI, finalement, d'aller vers l'acquisition, c'est peut-être d'abord de pouvoir le louer pour s'assurer que ça rentre vraiment dans le cas d'usage. Là, ce qu'exprime Fanny, c'était vraiment intéressant sur la SNCF, parce qu'on ressort de cette expérimentation en se disant, là, la SNCF, le technicien a bien trouvé ce qu'ils peuvent en faire, donc ils peuvent se projeter en disant, OK, le calcul de coût dans cette perspective-là fait beaucoup de sens. Sinon, en amont, c'est parfois un peu plus compliqué quand on ne sait pas exactement si ça va fonctionner, quoi. Et il y a une sorte de partenariat, non, avec les constructeurs pour avoir des retours pour optimiser leur véhicule ou leur gamme? Oui, ils sont assez demandeurs. Je crois qu'il y en a même dans le call là. On essaie d'avoir cet équilibre, mais oui, bien sûr, ils peuvent être dans la boucle de se dire, moi, j'aimerais bien l'adapter. On est quand même sur des constructeurs au début d'industrialisation, donc si vous avez un besoin spécifique, ça peut tout à fait, c'est vraiment une conversation qu'on peut avoir avec eux, quoi. Et donc, vous êtes l'intermédiaire entre les utilisateurs et les constructeurs, ou c'est en direct? Ben, sur ce programme, on avait un rôle d'intermédiaire, intermédiaire des intermédiaires, des véhicules intermédiaires. Non, mais on avait ce rôle un peu de facilitateur, donc on trouve aussi un peu le modèle. L'idée, c'est aussi, entre guillemets, d'avoir une approche un peu agnostique pour essayer d'abord de se concentrer sur l'usage avant de se concentrer sur le véhicule. Même pour les constructeurs, c'est parfois un peu difficile, parce qu'ils vont rentrer, ils ont des contacts directs parfois avec des donneurs d'ordre, mais ils proposent leur offre et peut-être que c'est pas leur offre qui va convenir. Donc voilà, donc on essaie d'avoir cette approche un peu, mais en bonne intelligence, pour que le gâteau des Véli grossisse pour tout le monde, en fait. Et c'est ça qui est intéressant dans ce programme aussi. On est vraiment dans la construction d'un marché, d'une catégorie, en fait. Donc, voilà. Très bien. Et est-ce que les constructeurs s'y retrouvent, par exemple? Je pense que c'est un peu négocié, mais est-ce que, par exemple, est-ce qu'ils gagnent de l'argent avec, par exemple, la SNCF? Pour l'instant, en fait, dans le modèle économique du programme, c'est comme ça leur est loué. Finalement, ils ont loué un véhicule comme ils auraient pu louer à n'importe qui. La problématique, c'est de s'inscrire dans un temps long après, et donc à ce moment-là, de se dire comment la suite, évidemment, à un moment donné, on va arriver à une discussion plus, on va dire, commerciale, quoi. Mais dans le programme, là,
c'est un modèle de location, finalement. Ils n'ont pas tellement d'autres investissements. On leur finance la loc plus le transport. Okay. Peut-être que cette discussion, justement, fait la transition avec l'AMI déploiement, parce que justement, vous avez différentes modalités d'intégration. Ça répondra en partie à vos questions, je pense, Laurent. Merci beaucoup, en tout cas, Fanny, voilà, pour ce témoignage, je pense, très inspirant. Je vais tout de suite, si j'y arrive, voilà, vous présenter la piste concrète donc, pour se lancer. Donc, c'est un appel à manifestation d'intérêt qu'on a lancé côté ADEME il y a quelques mois, voilà, dont la date de clôture est le 16 octobre. Et qui vise voilà, tout simplement à déployer les véhicules intermédiaires sur les territoires. Ça veut dire quoi concrètement? En fait, on accompagne à la fois techniquement, c'est-à-dire dans la construction du projet, l'ingénierie, le retour d'expérience des précédentes expérimentations, mais aussi financièrement à hauteur de 50% maximum. On accompagne des projets qui visent à effectivement tester les véhicules intermédiaires au sens large, dans différents cas d'usage professionnels. On se concentre vraiment là sur les cas d'usage professionnels cette année. Et donc, on accompagne 3 niveaux d'engagement que vous avez là avec les 3 boîtes vertes. Je découvre, j'expérimente et je déploie. Je découvre, c'est typiquement mettre en visibilité les véhicules intermédiaires auprès d'un grand public, enfin, d'un public large, dans le cadre d'événements, voilà, ou de salons. Pendant quelques jours, l'idée, c'est vraiment de donner de la visibilité à ces véhicules et de sensibiliser à leur intérêt auprès d'un large public. J'expérimente, c'est typiquement ce que vous avez vu avec Descartes-Maubrez et aussi plus spécifiquement la SNCF, c'est on va tester l'adéquation, notamment technique, des véhicules intermédiaires à un ou plusieurs cas d'usage sur, voilà, typiquement 4 semaines. 4 semaines, un mois. Et puis, le 3e niveau, c'est je déploie, c'est-à-dire, c'est ce dont parlait Fanny à l'instant, c'est éventuellement, j'ai déjà expérimenté un véhicule intermédiaire. Dans mes cas d'usage, j'ai pu valider techniquement. Là, j'ai besoin d'avoir une expérimentation un peu plus longue pour valider définitivement la pertinence technique, mais aussi le modèle économique autour de l'usage, et donc aller sur une approche plus objectivée en termes de TCO, de coût total de possession. Et donc, c'est le dernier niveau, entre guillemets, la dernière marche avant la pérennisation des véhicules dans les flottes. Voilà, on veut dire simplement. On vise, comme je vous disais, les cas d'usage professionnels et en premier lieu, flotte d'entreprise, logistique, secteur de la santé, flotte de collectivité et tourisme. Donc, je pense que la plupart des personnes à connecter rentrent dans ces secteurs ou ces macro cas d'usage. On a un point important, c'est vraiment, pour le coup, ça c'est le retour d'expérience des expérimentations précédentes, une attention forte portée aux dimensions à la fois d'animation et d'accompagnement. Donc c'est ce que vous ont présenté à titre d'exemple Martin et Alexis sur le projet breton de Descartes-Maubrez, mais c'est ce qu'on retrouve aussi dans d'autres projets qui sont en train qui démarrent. Il faut aussi, dans la réponse à l'appel à manifestation d'intérêt, montrer qu'on a anticipé la partie maintenance et réparation. Donc ça se fait en lien avec les constructeurs, mais aussi avec des acteurs locaux, des vélocistes, des garages solidaires ou d'autres acteurs, des garages partenaires qui sont OK pour prendre en charge la maintenance et la réparation, parce que c'est évidemment le nerf de la guerre en termes de disponibilité des véhicules sur des cas d'usage professionnels. L'approche territoriale est aussi importante. Donc là, c'est typiquement avoir pris contact avec sa collectivité pour assurer que les véhicules ils vont bien être intégrés dans les territoires, notamment en termes de cohabitation avec les autres usagers de la route. Et puis, la dimension qui est liée à l'animation et à l'accompagnement, mais qui est plus spécifiquement le suivi de l'expérimentation, notamment en termes de retour des utilisateurs et d'analyse. Donc à la fois interview entretien d'utilisateurs, mais aussi le cas échéant en fonction du niveau d'ambition, une objectivation, enfin une analyse quantitative sur le coût tout simplement des véhicules dans leur cas d'usage en comparaison des options, enfin des solutions
historique, on va dire. Donc voilà un peu les points sur lesquels nous, on va porter notre attention dans les réponses à l'appel à manifestation d'intérêt. Très concrètement, pour vous, ici c'est collectivité, mais c'est aussi pour les entreprises, vous avez deux moyens pour intégrer la démarche. C'est soit répondre directement à l'AMI déploiement, soit d'intégrer un projet de territoire qui propose ce qu'on a appelé ici plateforme d'expérimentation. Voilà. À nouveau, dans le cadre breton, ça va être des Carmo-Braises. D'autres régions sont en train de mettre en place ce type de plateforme, et ça peut être, dans certains cas, des porteurs de projets à titre associatif ou individuel qui proposent un format qui propose aux structures de leur territoire de faire tester les véhicules intermédiaires. Donc, pour le dire autrement, côté ADEME, on a deux types de réponses à l'appel à manifestation d'intérêt. On a des structures qui répondent pour elles-mêmes, collectivités, entreprises, mais on a aussi, comme des Carmo-Braises, des porteurs de projets qui vont proposer une plateforme aux structures de leur territoire. Certaines spécifiques pour les collectivités, certaines pour les entreprises, et certaines qui vont être ouvertes à tous les types d'organisations. Et peut-être pour vous donner un exemple concret, mais là c'est plus à titre d'inspiration, puisque c'est à nouveau en Bretagne et vous êtes autour du call, autour du webinaire, pas uniquement des acteurs bretons, loin s'en faut. Donc l'idée c'est plus pour vous donner, pour vous inspirer comment ça peut se passer pour cette étape-là. Alexis Martin, de présenter ce que vous envisagez de faire, excusez-moi, sur des Carmo-Braises V2. Rapidement, Alexis ou Martin, je vous laisse la parole. Et puis ensuite, on laissera la place aux questions. Ouais, merci Augustin. Je parlais dans le vide avec mon micro débranché. Si tu veux passer sur la slide d'après, assez rapidement, du coup, pour qu'on couvre ça. Donc effectivement, l'AMI, tu viens d'en parler, c'est donc dans le cadre de votre manifestation d'intérêt. Sur la slide d'après, on retrouve effectivement ce que tu exprimes avec cette espèce d'entonnoir où on part de la partie je découvre à cette idée de les vélis je connais pas, et vraiment sur le terrain ça peut être ça au sein d'une entreprise, il y a ceux qui savent puis ceux qui savent pas, on c'est quoi ton truc, à la partie j'arrive, j'expérimente, ah oui je vois bien ce que c'est, ça pourrait être intéressant, c'était le cas de la SNCF où on est arrivé à cette maturité là, et puis la partie je déploie, c'est ok, testons à plus grande échelle et si ça marche, je vais être prêt à en acheter. Et donc, sur ces trois phases-là, effectivement, on a différentes étapes à franchir, que ce soit l'acculturation, l'essai pour la première, l'expérimentation agile sur le terrain pour la deuxième, et du test longue durée sur un usage précis plutôt pour 6 mois, et puis possiblement l'intégration d'une flotte existante. Et sur le slide d'après, donc ce qu'on est en train de structurer avec Alexis, c'est d'avoir finalement 3 modules à la carte. Donc finalement, si vous êtes plutôt en début d'aventure sur la partie découverte, il y a des modules qu'on peut déployer avec une acculturation peut-être pour une après-midi par exemple, où on peut expliquer ce qu'est Grinveli, peut-être le faire tester, et puis réfléchir aussi en mode atelier sur les cas d'usage qu'on pourrait trouver au sein de l'organisation. On a vu qu'au niveau de la SNCF, finalement, Fanny, et puis en discutant au niveau des commanditaires, ils ont trouvé assez vite le cas d'usage, mais sur des structures plus grandes, il pourrait y avoir plus de discussions. Et puis ensuite se dire, on a trouvé le cas d'usage sur lequel on voudrait essayer, donc on est prêt à mettre en place le module expérimentation là, dont on a parlé. Et puis, une fois cette phase passée, se projeter plus sur du déploiement. Dans la logique, le troisième module, il est plutôt à venir après avoir eu une expérimentation, à moins que ce soit déjà assez mature et que ça puisse se mettre en place derrière. Mais l'idée, c'est d'avoir vraiment quelque chose d'un bout à l'autre. Et encore une fois, on est sur un parcours de changement et d'adoption. Et dans l'idée de changement, c'est qu'il faut transformer les représentations d'un certain nombre de personnes à différents endroits dans l'organisation. Et on a quelques exemples
dans nos expérimentations du programme ou même sur le terrain, il faut vraiment s'assurer que les personnes sur le terrain aient compris ce qu'on leur demande et ce qu'elles veulent faire. Sinon, ça marche pas. Donc c'est activable à la carte en Bretagne et puis ça peut possiblement se déployer ailleurs. Moi, je suis un peu moins. Je suis pas basé en Bretagne, donc c'est une discussion que je suis prêt à avoir sur d'autres territoires. Merci Martin. Effectivement, là, c'est vraiment l'exemple breton, mais vous avez d'autres projets alors, qui peuvent se déployer dans certaines régions. Peut-être tout simplement si vous souhaitez être accompagné un peu de manière similaire ou en tout cas identifier les porteurs de projets qui sont en cours d'échange avec nous côté ADEME, c'est notre rôle justement de mettre en relation. Donc contactez-nous, contactez concrètement votre direction régionale, hein, Samuel Puy-Grenier côté Occitan, on a quelques structures occitanes. Samuel Puy-Grenier peut voilà, vous mettre en relation avec les acteurs occitans et dans chaque je vois Céline aussi qui est connectée, on a évidemment chaque région a sa direction régionale. Contactez votre correspondant ADEME pour identifier ces projets-là et si besoin, contactez-moi si vous avez besoin d'être mis en relation avec votre direction régionale, pas la direction régionale de l'ADEME, pour identifier ces projets et puis vous avez à nouveau toujours la solution de répondre en individuel, sachant que côté ADEME, on va favoriser les projets de territoire donc qui représentent une certaine ambition. Donc voilà ce qu'on peut vous dire sur la partie sur CertEAMIC. Je passe ensuite. Je ne sais pas si sur. Je regarde. Voilà ce qu'on a ensuite. On a un petit mot de conclusion. Est-ce que avant ça, vous avez des questions ou des remarques là sur la partie voilà comment se lancer, que ce soit sur l'appel à manifestation d'intérêt directement ou sur ce que présentait Martin dans l'accompagnement de structures qui souhaitent expérimenter. Voilà, si vous n'avez pas de questions. Pardon, j'en aurais peut-être une, si c'est possible. Oui, bien sûr, je vous en prie. Bonjour, Georges Dormiro, donc je suis prof au CNRS à Toulouse. Merci Samuel d'avoir transmis le lien, je ne le trouvais pas. Je suis arrivé tardivement, donc je suis désolé, je reverrai le replay pour le retour d'expérience, notamment concernant la SNCF. Même si on n'est pas côté montagne, on est intéressé pour essayer de trouver des terrains d'expérimentation. On a été en difficulté sur le côté réglementaire. Donc on a quand même testé des vélis sur le campus de l'INSA à Toulouse, plusieurs vélis avec plusieurs fabricants, avec un souhait d'application santé qui est porté entre autres par les CHU de Toulouse également, celui qu'Alexandre est également connecté. Et en fait, ma question, c'est de savoir effectivement si une AGI ou en tout cas un porteur de projet pourrait être aussi un laboratoire de recherche ou pas forcément du coup une entreprise ou une structure qui deviendrait centre d'investigation ou un terrain d'expérimentation, donc une commune, etc. Est-ce qu'un labo peut être porteur de projet dans l'appel à projet de déploiement? Merci. Oui, tout à fait. Effectivement, on n'a pas de critères spécifiques sur le type de structure qui répondent. C'est vraiment plus la nature du projet et son ambition et le fait comme vous l'avez vu, de cocher un peu les cases de la maintenance, du lien avec le territoire, de l'ambition globale du projet qui vont être pour nous les critères principaux de sélection des projets avec qui on va conventionner. Merci beaucoup. Votre question. On a peut-être le temps de prendre éventuellement une ou deux questions à nouveau sur le témoignage des Carmo-Braise ou sur comment se lancer. Sinon, on va pouvoir conclure. Du coup, je vous propose, voilà, en conclusion, une invitation au 4e Salon national des véhicules intermédiaires qu'on organise à Rennes. Donc, c'est encore la Bretagne, mais voilà, Rennes est facilement accessible, même depuis loin. On a des directs depuis Lyon,
par exemple. Donc, c'est facilement accessible, l'inscription est gratuite. Donc, on vous invite chaleureusement à nous rejoindre les 21 et 22 septembre pour le salon qu'on organise, donc que l'ADEME organise en partenariat avec Rennes Métropole, la région Bretagne, et avec le soutien d'ID for Mobility, le pôle de compétitivité mobilité terrestre dans le Grand Ouest. Donc ce sera au couvent des Jacobins, et l'objectif c'est vraiment de faire se rencontrer l'offre de véhicules et la demande côté collectivité et entreprise. Donc le salon a vraiment été pensé pour répondre à vos questions et faciliter les échanges, notamment avec les offres de solutions constructeurs, mais aussi autres acteurs. Donc voilà, rejoignez-nous, bloquez les 21 et 22 septembre dans vos calendriers, et on vous accueillera avec grand plaisir. Et sans doute, voilà, d'autres témoignages. On prépare des ateliers spécifiques sur différents cas d'usage, en tout cas les cas d'usage qu'on a nous identifiés comme prioritaires. Donc voilà, ça promet des échanges très nourris et intéressants. Donc avec plaisir pour vous y retrouver. Et puis voilà, pour conclure, je remercie encore Alexis, Martin et Fanny pour votre temps et vos présentations actives. Je pense que c'est à nouveau très inspirant pour toute structure qui souhaite se lancer. Merci encore. Si vous avez, on a le temps éventuellement pour une ultime question. Sinon, je vous propose qu'on arrête ici notre webinaire. Merci beaucoup. Merci Laurent. Fanny, tu voulais… Non, c'est bon. Merci, okay. Augustin. Eh ben, c'est parfait. Eh bien, merci à toutes et tous de vous être connectés. Et puis, je vous transmets dans l'immédiat le support. Et puis, on devrait pouvoir aussi vous proposer les replays, notamment à ceux qui n'ont pas pu se connecter. Et les liens actifs, à nouveau, Laurent, vers le catalogue, le lien fonctionnel. Merci encore à tous. Merci à tous. vous. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.